Ça fait une année que je dis que je dois tourner cette vidéo, une année que je vous parle de Dostoïevski de façon très récurrente, une année que j'ai commencé à me plonger dans son œuvre. Et aujourd'hui, je vous fais un petit point de tout ce que j'ai pu lire. Alors, je vous préviens, la vidéo risque d'être assez longue et elle va fonctionner un petit peu de la même façon que celle que je vous avais fait sur Stephen King. Donc voilà. Bon, je n'ai pas tout lu de Dostoïevski, comme vous pouvez le voir. J'ai lu certains titres et qui sont parfois peut-être un peu plus obscurs, un peu moins connus, qui ne sont pas forcément ce que vous verrez, vous voyez mis en avant partout. Il y en a d'ailleurs que j'ai eu un peu plus de mal à trouver que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, je ne veux pas que cette vidéo ait un quelconque caractère trop sérieux, puisque je suis véritablement là pour vous reparler un petit peu de ma découverte de Dostoïevski, d'où j'en suis, mais aussi pour moi-même faire un petit bilan, savoir ce que j'ai préféré, ce qui me fait vraiment vibrer chez cet auteur, hein, quels sont un petit peu les thèmes récurrents, parce que je pense qu'entre la façon dont je vous en parle lorsque je parle d'un titre isolé et la façon dont je vais vous en parler ici, il y aura peut-être quelques différences qui seront notables et importantes pour moi aussi dans l'expérience que je peux faire aux côtés de cet auteur. Je vais arrêter de faire du blabla, je vais commencer tout de suite. Je précise que je vais essayer de vous présenter ces œuvres de façon chronologique. Ce sera la seule règle que je m'impose, puisqu'encore une fois, l'objectif pour moi est de vous proposer quelque chose qui équivaut un petit peu à ce que j'avais fait avec Stephen King, c'est-à-dire faire un point sur là où j'en suis dans mes lectures ici de Dostoïevski, mais d'un auteur. Je précise que la vidéo va certainement durer un petit moment, donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire si vous le souhaitez, et je m'excuse d'avance pour la luminosité qui va certainement fluctuer, puisque les jours sont toujours assez courts, que je filme et qu'il est 16h15, donc potentiellement, voilà, la luminosité ne sera pas très agréable selon les moments de la vidéo. Donc le premier ouvrage dont je vous parle, c'est le premier livre de Dostoïevski. Il s'agit des Pauvres gens, qui est traduit, alors je vais le dire une seule fois, mais parce que ce sera le cas pour tous les titres qui sont ici. C'est traduit par André Markovits, et tous les titres que je vous présente sont aux éditions Babel, puisque André Markovits traduit pour les éditions Babel. Les Pauvres gens, c'est donc le premier roman de Dostoïevski. Il s'agit d'un roman épistolaire qui est paru en 1846, qui a été tout d'abord assez mal reçu, puisque son édition n'était clairement pas certaine, et que ce sont des amis de Dostoïevski qui ont fait en sorte que cet ouvrage voit le jour. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Dostoïevski, il est grandement influencé par Balzac, puisqu'il va en faire la traduction, et notamment d'Eugénie Grandet. Et finalement, l'œuvre de Dostoïevski, elle est un petit peu hantée par des grands génies comme ça, des grands noms littéraires. Donc je pense à Gogol, je pense à Pouchkine et je pense à Balzac, qui ont vraiment marqué sa vie en tant qu'écrivain. Et d'ailleurs, quand on lit ses correspondances, c'est assez frappant de voir à quel point il fait fréquemment référence donc à Pouchkine et à Gogol, mais aussi voilà, sa traduction de l'œuvre de Balzac l'a beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve beaucoup de l'esthétique balzacienne dans Les Pauvres gens, même si il y a vraiment cette imprégnation, cette particularité de Saint-Pétersbourg, des descriptions des rues, des descriptions du froid aussi, qui est complètement absent finalement de ce qu'on va trouver dans Eugénie Grandet. Le froid en termes de climat chez Dostoïevski, c'est une thématique qui est très importante, je trouve, dans son œuvre, qui vient vraiment souligner la pauvreté des gens. Les gens qui ont froid, ce sont les gens qui n'ont rien, ce sont ceux qui meurent de faim, ce sont ceux qui sont finalement complètement démunis, qui n'ont pas de situation sociale, qui sont les laissés pour compte, qui sont les bannis de la société, qui ne sont pas reconnus, et à qui il va rester cependant une chose, et c'est ce dont traite ce roman, l'humanité. Une très 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 grande humanité. Et ce qui est très beau dans ce titre, c'est que Dostoïevski ne tombe pas dans quelque chose de manichéen, mais je vais y venir un petit peu plus tard. Donc, comme je vous le disais, on est dans un roman épistolaire dans lequel on va suivre Makar Devushkin et Varenka Dobrosiolova. Donc, ce sont deux personnes qui s'écrivent. Lui, il est fonctionnaire, c'est un petit fonctionnaire. Alors c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi chez Dostoïevski, hein. Lorsque je vais vous résumer les titres, vous allez voir qu'on est souvent en face de fonctionnaires, donc de personnes qui travaillent directement pour la Russie et qui ont un respect profond pour leur patron, parce que justement ce patron incarne un petit peu la Russie, ses valeurs, son histoire.
Donc ces deux personnages vont correspondre. On ne saura jamais véritablement l'âge qu'ils peuvent avoir, ni Alors on comprend toute l'ambiguïté des sentiments qui peuvent les animer. On comprend aussi que les sentiments ne sont pas tout à fait les mêmes des deux côtés. Ce qu'on sait surtout, c'est que les deux sont dans une détresse absolument cruelle, terrible, vraiment insoutenable. Et nous, on va découvrir le quotidien donc, de ces personnes qui n'ont absolument rien. Et Varenka va se retrouver dans une situation extrêmement difficile dont Makar va essayer de la sortir. Situation difficile d'un point de vue financier, bien sûr, d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue de sa condition de femme, puisqu'elle va se retrouver donc voilà, avec donc, un homme qui n'est pas recommandable. Et en fait, Makar va toujours adopter cette posture d'ange gardien un petit peu pour Varenka, mais la réciproque est vraie aussi, c'est-à-dire que Varenka va toujours veiller sur lui, regarder si ses volets, ses fenêtres sont ouvertes, puisque les deux protagonistes vivent en face l'un de l'autre, donc ils peuvent observer ce qui se passe à la fenêtre de chacun, et c'est très beau, cette bienveillance, elle est très très belle. Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup marquée dans ce titre, au-delà de la relation des deux protagonistes principaux, qui est vraiment incroyable, et qui met, je trouve, en exergue tout le talent de Dostoïevski pour parler de la souffrance humaine, des inégalités, de la pauvreté. C'est vraiment un roman social par excellence. Au-delà de ça, il y a une scène qui m'a vraiment profondément troublée, qui fait partie des scènes qui m'ont le plus marquée chez Dostoïevski d'ailleurs, et qui fait que ce roman fait partie de mes favoris. C'est que donc on a un passage durant lequel Makar se rend auprès de son patron, et il se trouve fort honteux de se présenter vêtu de façon peu convenable, puisqu'il n'a pas les moyens financiers de changer de vêtements. Et en fait, son patron ne va même pas poser de questions, ne va pas du tout être dans un rapport de domination ou d'humiliation, mais bien plus se regarder Makar comme un homme, comme un individu. Donc c'est en ça qu'il n'y a pas de manichéisme dans les titres de Dostoïevski, enfin dans la plupart des titres de Dostoïevski, puisque ce patron va venir en aide à son employé, et c'est très beau. Voilà. Ça fait partie des scènes très très belles chez Dostoïevski, en dehors du fait que tout le récit ici est très beau. Par contre, il est très difficile. Il est très accessible d'un point de vue de la langue, je le trouve très élégant. C'est vraiment un titre élégant. Et c'est paradoxal en ce sens que ce n'est pas l'image de Saint-Pétersbourg que veut donner Dostoïevski. Au contraire, on est dans un endroit froid, pierreux, pluvieux, humide, très désagréable, presque hostile à la vie. C'est assez surprenant. Et en même temps, c'est élégant parce que les personnages ont cette espèce de grâce, cette espèce de volupté, cette espèce de volonté de toujours se comporter au mieux, d'agir au mieux, parce que les valeurs humaines transcendent finalement la dureté du monde réel. Je vais essayer de vous lire un passage parce que comme vous pouvez voir, c'est un ouvrage que j'ai largement annoté. Donc je me demande si je ne peux pas vous retrouver le passage du bouton. Non, je ne le retrouve pas et c'est un petit peu tardif dans le roman, donc je n'ai pas non plus envie de vous proposer quelque chose qui en dévoile trop. Je vais vous prendre un extrait donc, que j'ai annoté. Je précise toutefois une chose, je ne l'ai pas relu depuis l'année passée, donc je ne sais plus ce qui est annoté et pour quelles raisons je l'avais fait, donc ce sera peut-être l'occasion d'en débriefer aussi rapidement. Chère Varvara, je vous fais savoir, ma bonne amie, qu'il est survenu dans notre logement un événement des plus déplorables. Vraiment, mais oui, vraiment digne d'être déploré. Aujourd'hui, entre 4 et 5 heures, Gorchkov a perdu son petit. Je ne sais pas ce que c'était, si c'était la scarlatine ou quoi. Dieu peut savoir. Je leur ai rendu visite à ces Gorchkov. Ouh, mon âme, cette misère qu'il y a chez eux. Et ce désordre, quoi d'étonnant. Toute la famille vit dans une seule pièce, juste séparée par des petits paravents pour la bienséance. C'est là qu'ils ont mis le petit cercueil, un petit cercueil tout simple mais assez joli. Ils l'ont acheté tout fait. Le gamin, n'est-ce pas, il avait 9 ans. Il donnait à ce qu'on dit des espoirs. Et quelle pitié, Varenka, de les voir. La mère ne pleure pas, mais elle est tellement triste, la pauvre. Ça les soulage peut-être même, ça fait une bouche en moins. Ils en ont encore 2 de reste, un bébé et la petite fille, juste un peu plus de 6 ans. Vous parlez d'un plaisir, c'est vrai de voir un enfant qui souffre, et votre enfant encore, et vous ne pouvez rien faire pour le soulager. Le père reste dans son vieux frac usé sur une chaise cassée, les larmes qui lui coulent, mais peut-être ce n'est pas le malheur, c'est comme ça l'habitude, le pu dans les yeux, il est tellement bizarre. Il n'arrête pas de rougir quand on lui parle, il se trouble et ne sait pas quoi répondre.
La gamine, sa petite fille, reste adossée au cercueil, et tellement sombre, la pauvrette, tellement pensive. Oh, je n'aime pas ça, Varenka. Quand un enfant reste pensif, c'est un spectacle désagréable. Il y a une poupée, je ne sais pas, par terre, faite de chiffon. Elle ne joue pas. Elle garde son doigt sur les lèvres. Elle reste là. Elle ne bouge pas. La logeuse lui a donné un bonbon. Elle l'a pris. Elle ne l'a pas mangé. C'est triste, Varenka, hein. Voilà. Petit exemple de ce que vous trouvez dans le livre et de la description de la misère chez Dostoïevski, qui est un des sujets les plus récurrents chez l'auteur et qui est vraiment toujours bouleversant. Je précise que la chronologie reposera sur les titres que j'ai lus, bien évidemment. Il y a d'autres choses de Dostoïevski parues avant ces deux titres-là, donc Les Nuits Blanches et Un Quart Faible, qui paraissent en 1848 et qui sont des nouvelles, mais comme je n'en ai pas fait la lecture, je vous parle des titres que moi je connais. Je vais commencer par Les Nuits Blanches, qui est un énorme coup de cœur pour moi, un ouvrage que je trouve vraiment magnifique. Là pour le coup, je vais vraiment vous lire des passages aussi, qui met en scène le désespoir d'un jeune homme solitaire et romanesque qui va un jour faire une rencontre, qui a quelque chose de très romantique et qui s'inscrit en cela vraiment dans la littérature du 19e telle qu'on la connaît en France, à savoir qu'il va croiser une jeune femme sur un pont à Pétersbourg un soir en se baladant. Et cette rencontre, ça va être pour lui une évidence qui va changer son existence, et à partir de là, tous les soirs, toutes les nuits, il va se rendre donc sur ce pont afin de retrouver cette jeune femme avec qui il va petit à petit créer un lien, en sachant qu'il s'est engagé auprès d'elle à ne pas tomber amoureux, pour la simple et bonne raison que le cœur de cette jeune femme est déjà pris, et qu'elle se refuse à un autre homme puisqu'elle attend celui qu'elle désire et qu'elle aime éperdument. Alors dit de cette façon, ça peut paraître assez cliché, peut-être, je ne sais pas. Il faut savoir qu'aucun roman de Dostoïevski n'est cliché, tout du moins dans l'expérience que moi j'ai pu en faire. Alors encore une fois, ce n'est pas exhaustif, c'est ce que j'en pense à titre individuel. Mais Les Nuits Blanches, c'est magique, c'est merveilleux, c'est sublime, c'est divinement écrit, c'est un bonbon, et en même temps, il y a ce côté bonbon dans le sens où vous avez des thématiques qui sont très belles, très élégantes et que Dostoïevski s'approprie avec brio, et vous retrouvez aussi tout ce qui fait la force des écrits de cet auteur, à savoir la dimension roman social, déplorer la pauvreté des gens, la tristesse de Pétersbourg parfois, c'est vraiment très beau. Et puis toujours cette question des femmes et de leur rapport aux hommes qui est traité de façon différente d'un titre à l'autre, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus puisque je n'ai pas d'opinion faite sur la question, mais en tout cas c'est très élégant. Voilà, c'est un livre qui est encore une fois très élégant. Et je dirais que c'est la force de Dostoïevski, c'est de jongler avec tous ces paradoxes, avec toutes ces thématiques qui sont atroces, et à parvenir à faire une littérature qui est brillante, qui n'est pas froide et qui n'est pas triste comme peuvent parfois l'être certains titres de Balzac ou de Zola, comme je vous l'avais déjà mentionné, alors que vraiment ce qu'on explore, c'est tout aussi sombre. On parle toujours d'alcoolisme, de pauvreté, de froid, encore une fois, donc de choses qui sont très très dures. Surtout qu'on imagine la Russie comme... vraiment, dans les descriptions de Dostoïevski, on imagine une Russie qui ne voit jamais le soleil, donc c'est vraiment très puissant. La caméra a coupé une nouvelle fois, je suis désolée. J'ai perdu... Ah, il est là. Oui, voilà, donc c'est vraiment... L'expérience de lecture de Dostoïevski ne ressemble pas vraiment à une expérience de lecture type Balzac ou Zola. C'est assez différent. En fait, c'est très propre à Dostoïevski. Je vois difficilement à quel auteur je pourrais le comparer. Peut-être le rapprocher de ses camarades russes, par exemple. Je pense à Tolstoï, mais encore... et ben, pas dans tous les aspects, donc c'est très particulier. Puis Dostoïevski a ses propres problèmes, c'est un addict au jeu, c'est un personnage en lui-même, Dostoïevski, quelqu'un qui est très sujet à tomber dans les addictions, qui est très peu raisonnable, qui va vivre des expériences amoureuses diverses, qui va traverser, enfin qui va vraiment revenir de l'enfer. C'est un personnage très particulier. Donc nécessairement, tous ces textes sont empreints de cette vie qui est riche et qui évolue, puisqu'on est peut-être sur 20 ans, je crois, de carrière littéraire, 30 ans de carrière littéraire, je vais vérifier. On va compter une trentaine d'années de carrière littéraire pour être un petit peu grossier. Je vais vous lire un extrait parce que
Je pense qu'il n'y a que Dostoïevski qui rend justice à Dostoïevski. Alors la première chose que je voulais souligner, c'est qu'on trouve un écho donc à la célèbre formule de Racine et nous avons des nuits plus belles que vos jours. Voilà, vous avez un écho donc chez Dostoïevski avec et néanmoins ma nuit fut plus belle que le jour. Bon, ça c'était pour l'anecdote, on va dire. Maintenant, je vais passer au texte en lui-même. Je vais vous lire un extrait donc, qui parle de la figure du rêveur, qui renvoie beaucoup au rêveur de Rousseau, donc des rêveries du promeneur solitaire. Il y a vraiment un écho romantique, en tout cas à ce moment-là. Le rêveur, s'il vous faut une définition exacte, n'est pas un être humain. Il est plutôt un être du genre neutre. Il loge de préférence dans les coins les plus inaccessibles, comme s'il cherchait à s'y cacher, même de la lumière du jour. Et une fois rentré chez lui, il s'incruste dans son coin comme un Bernard l'ermite, ou bien à tout le moins ressemble très fort de ce point de vue à cet animal passionnant qui est à la fois un animal et une maison et qu'on appelle une tortue. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi aime-t-il tant ces quatre murs, toujours peints en vert, couverts de suie et enfumés comme il n'est pas permis ? Pourquoi cet homme comique, quand l'une de ses rares connaissances vient lui rendre visite, car il finit toujours par faire le vide autour de lui, pourquoi cet homme comique l'accueille-t-il avec tant de confusion, un visage si troublé, si changé qu'on pourrait croire qu'il vient juste de commettre un crime entre ces quatre murs, comme s'il était en train de fabriquer de la fausse monnaie, ou bien de petits vers qu'il enverrait à une revue avec une lettre anonyme faisant savoir que le vrai poète est décédé et que son ami estime de son devoir sacré de publier ses œuvres. Pourquoi, dites-le-moi, Nastenka. Ces deux interlocuteurs ne viennent-ils pas à lier conversation ? Pourquoi ni un rire ni un bon mot ne sortent-ils de la bouche de cet ami intrigué qui vient brusquement d'apparaître, un ami qui, en d'autres circonstances, est grand amateur de rire et de bons mots, conversation sur le beau sexe et autres thèmes joyeux ? Pourquoi donc, en fin de compte, cet ami, sans doute quelqu'un qui le connaît depuis très peu de temps, à sa première visite, car dans ce cas, il n'y aura pas de seconde visite et cet ami ne viendra plus, pourquoi l'ami lui-même se sent-il gêné, se fiche-t-il tellement, malgré tout son humour, regardant le visage défait du maître de maison, lequel à son tour a eu le temps de perdre définitivement toute contenance, de perdre sa première présence d'esprit après d'herculéens mais vains efforts pour établir et animer une conversation, montrer lui aussi une connaissance de la mondanité, parler également du beau sexe et complaire même en se soumettant ainsi à ce pauvre homme qui s'est trompé de porte et ne s'est invité que par erreur. Bon là c'est juste un exemple et un petit peu plus loin vous avez donc une note qui est intéressante, c'est que donc la figure du rêveur mélange tous les romantismes, c'est-à-dire le romantisme anglais avec Walter Scott, allemand avec Hoffmann et avec Lessing, français ou russe, tous les genres d'art et les références héroïques avec les références comiques. Bref, en tout cas, vous avez toute une forme de croisement. Ici, il y a vraiment un écho de la culture de Dostoïevski, de ceux qui s'est imprégné. Donc c'est vraiment passionnant, c'est très très beau. Alors ça, c'était, on va dire, pour la dimension un peu plus réfléchie, réflexive du personnage qui finalement dépeint un protagoniste qui pourrait devenir lui-même et que d'ailleurs on retrouvera un petit peu, je trouve, dans les carnets du sous-sol dont je vous parlerai un peu plus tard. Le passage que je vais vous lire, c'est une lettre que Nastenka adresse à l'homme donc qu'elle attendait et qui est revenu sur Pétersbourg mais qui n'est pas venu la demandant en mariage comme il était convenu que ça arriverait. Je vous écris, pardonnez mon impatience, mais une année entière je fus heureuse d'espoir. Est-ce ma faute si je me vois aujourd'hui incapable de supporter aussi les jours de doute ? Maintenant que vous êtes revenu, peut-être avez-vous modifié vos intentions. Cette lettre vous dira alors que je ne me plains ni ne vous accuse. Je ne vous accuse pas, car je n'ai point de pouvoir sur votre cœur. Tel est sans doute mon destin. Vous êtes un homme honnête. Ces lignes impatientes n'éveilleront ni votre sourire ni votre agacement. Souvenez-vous qu'elles sont écrites par une pauvre jeune fille, qu'elle est seule, qu'elle n'a personne qui l'instruise ou lui donne un conseil, et qu'elle n'a jamais su faire obéir son cœur. Mais pardonnez-moi si le doute s'est glissé un instant dans mon âme, vous êtes incapable, même par la pensée, d'offenser celle qui vous a tant aimé et qui vous aime. Voilà, donc vraiment un de mes ouvrages favoris de Dostoïevski qui est très bref et que je recommande à tout le monde parce que je pense que tout le monde peut l'apprécier. Il est vraiment... c'est un très très bel ouvrage. Le livre le plus court de cette présentation, Le rêve d'un homme ridicule, qui n'est pas moins intéressant. Sa brièveté n'enlève rien à sa richesse. Ici on a un récit un petit peu métaphysique, philosophique, dans lequel on va suivre un homme donc, qui est très largement au bout du rouleau pour dire les choses vulgairement.
Il s'apprête à se tirer une balle dans la tête, mais il s'endort. Et lorsqu'il s'endort, il va faire un rêve assez étonnant, dans lequel il va se retrouver en compagnie d'une population, d'une civilisation qui est d'une bienveillance et d'une humanité qu'il n'a jamais côtoyée dans sa vie réelle. Il y a une dimension un petit peu chrétienne dans ce texte-là, puisqu'on sent que la population que Dostoïevski va, enfin que le protagoniste va fréquenter dans ses rêves est exempt du péché originel. D'ailleurs, il n'y a pas de péché à proprement parler pour ces personnes-là qui ne peuvent faire que le bien. Et en fait, ce personnage va se nourrir de cette positivité, je dirais, ce qui est assez bizarre et je n'aime pas trop ce terme-là, mais bon, c'est de la dimension utopique, voilà, donc de ces personnes qui l'observent en rêve et revenir avec donc une passion soudaine pour la vie, voilà, qui va radicalement donc changer de point de vue et basculer donc d'un statut on va dire de suicidaire à celui d'un homme qui veut véritablement vivre et accomplir toute la magie qu'il a pu voir dans cette société utopique. C'est un titre qui encore une fois est assez philosophique puisque il n'y a pas d'action à proprement parler, c'est vraiment la découverte d'un homme qui a perdu tout espoir et qui va rencontrer donc un peuple complètement différent, qui va incarner un petit peu tous les idéaux qu'il pourrait avoir, tous les idéaux qu'une société pourrait avoir beaucoup plus largement que cet homme lui seul. Je vous lis le début du livre qui est, je pense, ce qui est le plus connu, qui est en 4e de couverture de cette édition et qui revient systématiquement, j'ai l'impression, dans les avis des personnes, c'est l'extrait qu'elles choisissent. Je suis un homme ridicule, maintenant ils disent que je suis fou. Ce serait une promotion s'ils ne me trouvaient pas toujours aussi ridicule. Mais maintenant je ne me fâche plus. Maintenant je les aime tous, et même quand ils rient de moi, c'est surtout là peut-être que je les aime le plus. Je rirais bien avec eux, pas de moi-même, non, mais en les aimant, si je n'étais pas si triste quand je les vois. Si triste parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, et moi je connais la vérité. Oh, qu'il est dur d'être seul à connaître la vérité. Mais ça, ils ne le comprendront pas. Non, ils ne le comprendront pas. Voilà. Vraiment un très beau petit texte aussi que je vous enjoins de lire, hein, comme la totalité de ce que je vais vous présenter, qui est un petit peu différent de ce que fait... Oui, qui est un petit peu... Je le trouve un petit peu différent, personnellement, de ce que je vais vous présenter d'autres. Mais très bien aussi, voilà. De toute façon, je ne crois pas qu'il y ait un titre que je n'ai pas aimé dans la sélection que je vous présente. De tout ce que j'ai lu de Dostoïevski, j'ai tout aimé. Avant de passer sur les autres nouvelles, je vous parle rapidement des Annales de Pétersbourg, mais j'ai fait un retour sur ces articles de presse il y a peu, lors d'un des derniers avis lecture que vous pouvez trouver sur la chaîne, donc je vais essayer d'être très brève. Donc les Annales de Pétersbourg, c'était le titre de la chronique dominicale que tenait Dostoïevski dans un grand journal pour remplacer un de ses amis. Et ici, vous avez donc la compilation de plusieurs articles. On va beaucoup parler des événements qui se déroulent sur Pétersbourg à cette époque-là. Il va notamment donner son opinion sur la ville l'été. C'est une des choses qui m'a fascinée d'ailleurs et qui m'a fait découvrir une notion que je n'avais pas vue dans l'œuvre de Dostoïevski, qui est vraiment la saisonnalité. Et Dostoïevski parle vraiment, on a l'impression de Pétersbourg comme une ville qui est en permanence figée dans l'hiver. Ici, on a des petites mentions de l'été, notamment des descriptions assez intéressantes du timide soleil qui va venir éclairer la ville pendant quelques semaines durant l'année. Bref, vous êtes beaucoup plus dans une dimension journalistique ici, donc ça va être des textes qui s'adressent à l'époque à des hommes bourgeois, donc d'une classe sociale un petit peu aisée. On va notamment parler des jeux, des spectacles, des salons littéraires. C'est quelque chose qui regroupe, je vais dire, un certain nombre d'anecdotes et un certain nombre d'observations que l'auteur peut faire sur la ville de Pétersbourg, mais cela n'a rien de la forme romanesque. Ce sont simplement des articles de journaux très intéressants quand même, et si vous aimez Dostoïevski, c'est un plus clairement, mais ce n'est pas la lecture que je vous recommande de faire à l'initiale lorsque vous vous lancez dans l'œuvre de Dostoïevski. C'est un plus, quelque chose qui vient un petit peu vous montrer les différentes facettes de l'auteur. J'ai ici Un cœur faible qui est encore une nouvelle, toujours traduite par André Markovits, mais je vous l'ai dit, je ne le répéterai pas à chaque fois. Donc ici on va suivre... Ah oui, ce texte. La couverture ne m'interpelle jamais. Et puis je retrouve les noms des personnages et je me rappelle de cette histoire.
Donc je vais vous lire le résumé ici. Le petit fonctionnaire Vassia Shumkov, qui jouit de la bonne disposition de son chef de bureau, tombe amoureux, est sur le point de se marier et devient fou par reconnaissance. Cet homme un peu bossu, qui craint toujours d'être une charge pour les autres, ressent d'un coup jusqu'à en être progressivement écrasé le poids du monde dans une ville oppressante qui pourrait n'être que le rêve du dieu sarcastique de l'Ancien Testament. Une des nouvelles les plus poignantes de Dostoïevski. Et c'est vrai, c'est une nouvelle... Elle est horrible, cette nouvelle, horrible. Ce personnage de Vassia, il est très attachant, il vit avec son meilleur ami. Vassia, il n'a jamais rien connu de la vie, il n'a jamais eu d'épouse, il n'a jamais eu de femme qu'il désirait véritablement. Finalement, jusqu'ici, il s'est toujours cantonné, je dirais, à être passif dans son existence, et subitement, tout un tas de choses vont se débloquer. Il va rencontrer donc une femme dont il va tomber éperdument amoureux et qui va bien vouloir devenir son épouse, en même temps qu'il va recevoir une espèce de promotion, ou tout du moins son chef au travail va lui octroyer une confiance suffisante pour lui proposer une tâche, je dirais, d'ordre un petit peu supérieur à ce qu'il peut faire habituellement. Et en fait, Vassia va se retrouver, je dirais, noyé sous cette pression, sous cette charge, et sur ce que ça peut représenter. Et ce que ça peut représenter d'obtenir ce qu'on veut dans la vie. Et c'est écrit avec un cynisme assez sidérant, en même temps qu'avec... Et encore une fois, on revient sur la force des paradoxes chez Dostoïevski, c'est que Dostoïevski est tellement bienveillant avec ses personnages. Il a une empathie pour Vassia qui transpire de chaque mot qui est présent dans ce texte. Et je dirais que donc le colocataire de Vassia, alors je ne me souviens plus de son nom, Arkady Ivanovitch, donc, je dirais que presque on pourrait... La bienveillance de ce personnage-là, d'Arkadia, donc qui vit avec Vassia, elle est tellement intense que on dirait presque, oui, l'empathie qu'un auteur pourrait avoir pour son personnage. C'est très très beau. Vraiment beau, mais alors dur. Il est très dur celui-là. Très beau, très dur. Je vous ai pas lu, pardon, d'extrait. Alors je sais que la vidéo va être extrêmement longue. Hein. J'espère que vous aviez vraiment envie de découvrir Dostoïevski aujourd'hui, parce que ça va être dense. Ils sortirent précipitamment dans la rue, aussi gai l'un que l'autre. Il fallait aller du quartier de Pétersbourg jusqu'à la Kolomna. Arkady Ivanovitch mesurait ses pas d'un mouvement vif et énergique, de telle sorte qu'à sa seule démarche, on pouvait voir toute la joie qu'il éprouvait au bien-être d'un Vassia qui se sentait, lui, de plus en plus heureux. Vassia trottait à pas plus menus, mais sans perdre sa dignité. Au contraire, Arkady Ivanovitch ne l'avait jamais vu sous un jour plus avantageux. À cette minute, c'était comme s'il ne respectait plus, et le défaut physique bien connu dont souffrait Vassia, défaut dont le lecteur n'est pas encore au fait, Vassia était un peu bossu, et qui éveillait toujours un sentiment de compassion et de profond amour dans le bon cœur d'Arkady Ivanovitch, concourait encore plus à présent à cet attendrissement profond que son ami nourrissait envers lui à cette minute, et dont Vassia, à l'évidence, se trouvait digne de toutes les façons. Arkady Ivanovitch en avait même envie de pleurer de bonheur, mais il se retint. Voilà. Alors, l'autre chose qui est fascinante et qui est magnifique dans ce livre, c'est la relation d'amitié qui existe entre les deux hommes. Donc, vous avez vraiment ce colocataire qui va essayer de sauver Vassia de la folie. C'est magnifique, vraiment magnifique. C'est une très très belle nouvelle. Après, je peux vous dire ça de tous les textes de Dostoïevski, encore une fois, mais... Je sais pas. En fait, je vais éviter de dire, d'essayer même de les classer, parce que, alors, Les Nuits Blanches, c'est vraiment celui que je pourrais relire indéfiniment. Je pense que Les Pauvres gens aussi fait partie de ce type de livre que je pourrais relire un bon paquet de fois quand même. Un cœur faible aussi, mais il est très dur quand même. Il est vraiment... Ouais, je trouve que Dostoïevski est plus ferme, plus dur voilà. Concernant son personnage, j'ai beaucoup de mal à parler, ça commence à faire un moment. Alors on poursuit avec donc le petit héros qui paraît en 1849, qui est particulier parce que là on va parler d'un enfant, un enfant qui va assister à une scène troublante. C'est un enfant qui est tombé amoureux d'une femme, d'une jeune femme, qui est l'épouse d'un vieil homme qu'elle n'aime pas. Et il va surprendre cette jeune femme qui va embrasser son amant. Voilà. Et le petit héros, c'est ce garçon qui est amoureux de cette femme, de cette jeune femme, et qui va tout faire pour lui ramener l'homme qu'elle aime et pour la soigner de ce cœur brisé finalement qu'elle a
à l'idée de voir partir son amant. Et c'est très beau, c'est très bienveillant. Pour le coup, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus... oui, beaucoup plus bienveillant que ce que... Alors, je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais celui-ci a un côté plus enfantin, voilà. C'est vraiment de la bienveillance de l'enfant, donc si vous voulez, il n'y a pas ce poids, cette charge de l'adulte qui a déjà été pervertie par un certain nombre de péchés, comme on pourrait voir chez Dostoïevski, mais bien plus de l'enfant qui justement est encore préservé de tout cela et qui en conséquence va faire des choix, mener des actions qui vont être parfaitement désintéressées et qui va œuvrer donc au développement, à l'épanouissement de la personne dont il est amoureux. Il faut noter que ce titre, il est écrit lorsque Dostoïevski est emprisonné et que... Voilà, il ne voit plus rien, donc il y a aussi toute une part qui est très intéressante et très riche lorsqu'on sait cela, c'est la description de la nature, parce que c'est quelque chose qu'on a très peu dans les textes de cet auteur. On a beaucoup de descriptions de la ville, encore une fois, de sa noirceur, de ses pavés, de la pluie, voilà, de la ville grise. On a très très peu de descriptions de verdure, de plantes, d'animaux. Et en fait, ce titre fait vraiment exception. C'est peut-être une petite bouffée d'air dans l'œuvre de Dostoïevski, en sachant que ce n'est pas étonnant compte tenu du fait que, une fois de plus, l'ouvrage a été rédigé en prison. Je ne vais pas vous lire d'extrait parce que si je le fais pour la totalité des titres, nous n'en sortirons pas. Nous sommes déjà à, en sachant que la caméra a coupé, je pense que nous en sommes déjà à trentaine, quarantaine de minutes de tournage. Et je vous ai présenté seulement 5 livres, voilà, donc je pense 6 livres. Il est grand temps d'accélérer un petit peu. Donc ensuite, Notes diverses sur Impression d'été, paraît en 1863. Alors je vérifie que je n'ai pas raté un roman, que j'ai essayé une fois de plus de vous faire la chronologie. Non, après ce sera donc, hop, celui-ci. J'ai pas grand chose à dire sur ce titre là. S'il y en avait un que je suis certaine de ne pas relire, je pense que ce serait celui-ci. C'est un ouvrage dans lequel Dostoïevski va déverser ses pensées sur tout un tas de sujets. C'est ses amis qui vont lui demander d'écrire sur son voyage en Europe, donc il va se rendre à... Il me semble qu'il y a Paris, ça j'en suis certaine, il y a Londres et il me manque quelque chose. Il est dans des trains, il y a toute une partie descriptive donc des rencontres qu'il va faire dans les trains, et peut-être qu'il y a seulement Paris et des portraits de Paris et de Londres. Et alors il va y avoir une critique une critique dans tout ce que ça peut comporter, donc de positif et de négatif, de la population anglaise comme de la population française. Et finalement, Dostoïevski va s'adonner à une espèce de comparaison entre le peuple français, le peuple russe, les Anglais, etc., etc. Que ce soit en termes de production artistique ou en termes de comportement des bourgeois. Voilà, ça va vraiment être ce qui va être au cœur de ce récit. On va aussi parler d'architecture, on va parler d'une chose qui va profondément bouleverser Dostoïevski dans ses voyages. C'est la question de la prostitution des enfants et du fait qu'à Paris, à la différence de Pétersbourg, les gens tentent de cacher la misère. C'est une misère qui est tue, qui est dissimulée, et c'est quelque chose qui va profondément déranger Dostoïevski. L'ouvrage est très intéressant parce qu'il aborde beaucoup de thématiques qui sont importantes et dont on n'entend pas forcément parler par les auteurs français du 19e. C'est pas une expérience de lecture que je ressens le besoin de refaire, voilà. Même si c'était très intéressant, là pour le coup, pour moi ça s'apparente encore une fois, de toute façon c'est le but, hein, une espèce de carnet de notes qui va être repris, retravaillé et proposé sous forme d'ouvrage, mais ça reste des notes encore une fois très intéressantes parce que le flux de pensée de Dostoïevski, ça c'est vraiment aussi une des caractéristiques de son œuvre, c'est que tout fonctionne par flux, donc c'est assez passionnant parce que il a vraiment une pensée fluide, on passe d'une idée à une autre et tout est très cohérent. En même temps qu'il manque parfois un petit peu d'exigence dans la construction de ces systèmes philosophiques, je dirais. Voilà. Après, c'est pas la prétention qu'il a. Hein. Certainement l'ouvrage le plus introspectif que j'ai pu lire en tout cas, même si Crime et Châtiment va reprendre des thématiques un petit peu similaires, Les Carnets du sous-sol. Alors Les Carnets du sous-sol, il est difficile à lire et je peux tout à fait entendre que beaucoup de personnes soient déroutées à la lecture de cette œuvre. Ce titre, il me tient beaucoup à cœur pour plusieurs raisons. C'est le premier titre que j'ai découvert de Dostoïevski, c'était maintenant il y a 5 ans. Et il m'avait été offert par une personne que j'affectionne beaucoup.
et que j'affectionnais beaucoup. Et aujourd'hui, il a marqué, enfin en tout cas, il a été la première pierre de ma rencontre avec Dostoïevski. Et quand je l'ai lu il y a 5 ans, beaucoup de choses m'avaient échappé. Je pense que je n'étais pas forcément prête à découvrir Dostoïevski. D'ailleurs, je n'avais pas plus creusé que ça l'œuvre de cet auteur. Alors que dès que j'ai lu Crime et Châtiment l'année passée, je me suis empressée de lire et de dévorer tout ce que je pouvais voir sur Dostoïevski. Donc Les Carnets du sous-sol, c'est une expérience de lecture qui est surprenante et qui ne va pas ressembler à beaucoup de choses que vous pourrez croiser dans votre vie de lecteur. Parce que nous sommes avec un personnage devenu un petit peu fou, je dirais, si on doit employer des termes vulgaires, qui est reclus dans un sous-sol et qui refuse absolument de sortir et qui conspue contre la totalité de l'espèce humaine, des personnes qu'il a pu rencontrer, du temps qu'il fait, de la ville, bref, de tout ce qui peut exister. C'est un personnage qui se sent en permanence remis en question, qui se sent acculé, qui se sent rabaissé, et ça va être tout ça qui va être rapporté par Dostoïevski. Donc il y a des choses qui font un petit peu penser à des délires paranoïaques, clairement. Et il y a aussi cette volonté de décrire la misère, encore une fois, de façon très poussée. Alors là, pour le coup, on est tant dans une misère matérielle que dans une misère psychologique, puisqu'on est face à un personnage qui est vraiment meurtri, qui est particulier, qui est enfermé, qui n'est pas ouvert au monde, donc qui n'a aucune possibilité d'évolution finalement, qui ne se confronte jamais à l'altérité, donc qui est dans un monologue permanent. C'est vraiment très très intéressant, mais c'est une expérience qui est assez troublante. Maintenant, messieurs, je veux vous raconter, que cela vous plaise ou non, pourquoi je n'ai même pas pu devenir un insecte. Je vous le dis avec solennité. J'ai voulu devenir un insecte à de nombreuses reprises, et même là, je n'ai pas eu l'honneur. Je vous assure, messieurs, avoir une conscience trop développée, c'est une maladie dans le plein sens du terme. La vie quotidienne ne se contenterait que trop d'une conscience normale, c'est-à-dire d'une conscience inférieure de moitié ou des 3/4 à celle qui est le lot de l'homme évolué de notre infortuné 19e siècle. D'un homme qui aurait, de plus, le malheur particulier d'habiter Pétersbourg, la ville la plus abstraite et la plus préméditée de la planète. Par exemple, on aurait largement assez de la conscience qui pousse les hommes soi-disant d'exception ou les hommes d'action. Ma main au feu, vous vous dites que j'écris ça pour crâner, pour faire le malin sur les hommes d'action, que mes crâneries sont de mauvais goût et que je fais du tintouin avec mon sabre comme mon officier. Oh là, messieurs, avez-vous déjà vu quelqu'un se vanter de ces maladies, ou à plus forte raison, crâner avec ? Que dis-je ? Mais tout le monde. C'est bien de ces maladies qu'on se vante, et moi le premier. D'accord, ma réplique ne valait rien, et néanmoins je reste fermement convaincue que non seulement une conscience accrue, mais que toute forme de conscience est une maladie. J'insiste. Je vais arrêter là parce que je pourrais, enfin encore une fois, comme c'est un flux de pensée, je pourrais continuer à épiloguer sur la question. En tout cas, vraiment, Les Carnets du sous-sol, c'est une expérience de lecture qui est très enrichissante, qui est très philosophique, qui est volontairement abstraite, volontairement obscure aussi par moments, mais qui est unique. Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une expérience de lecture qui est unique. Je passe à Crime et Châtiment, qui paraît donc en 66, alors qui est un monument de la littérature. Je pense que de toute façon, les personnes qui sont familières avec Dostoïevski le sont avant tout avec Crime et Châtiment, ou avec Lidjo, ou avec les frères Karamazov par exemple. Crime et Châtiment. Je ne sais même pas quoi dire de Crime et Châtiment. Pour être tout à fait honnête, je ne saurais même pas si je peux dire que ces livres font partie de mes livres préférés, tant mon expérience de lecture est importante dans ma vie. Il y a quelque chose qui a changé après ma lecture de Crime et Châtiment. C'est pas explicable. Je vais être très confuse pour parler de ce titre et je ne vais absolument pas lui rendre justice. Je tiens à m'excuser par avance auprès des puristes de Crime et Châtiment, parce que moi, en ce qui me concerne, je suis vraiment déroutée face à cette œuvre qui a vraiment de nombreux défauts, mais qui est palpitante, qui est passionnante, qui est un récit d'une humanité encore une fois fracassante, qui met aussi en relief des passages, des pans de la vie de Dostoïevski avec brio, qui interroge sur le sens moral, la question du bien et du mal. Vraiment, Crime et Châtiment, c'est incroyable. La première chose que je dois absolument vous dire, c'est que si vous êtes rebuté ou effrayé par le style de Dostoïevski, sachez qu'on est ici face à, je pense, son œuvre en
termes de volume, de densité, la plus accessible. C'est-à-dire que j'ai commencé la lecture des frères Karamazov, j'ai commencé la lecture de l'Idiot. Je peux tout à fait comprendre que les digressions qu'il peut y avoir, ou que les longues phases descriptives, ou que l'intervention d'innombrables personnages puissent grandement perturber la lecture et effrayer le lecteur. Dans Crime et Châtiment, on est dans un schéma beaucoup plus simple et ce n'est absolument pas péjoratif. Au contraire, ici on va suivre déjà, je vous ai déjà parlé de cette difficulté-là, mais à mon sens, quand on se lance dans une littérature étrangère, la première chose à faire est de se familiariser avec tout ce qui va être nom propre. Et Crime et Châtiment, pour ça, je trouve que c'est une bonne alternative parce que vous avez finalement peu de personnages qui interviennent dans le récit, donc vous avez le temps de vous familiariser, avec Raskolnikov et avec tous les membres, tous les autres personnages qui vont graviter autour de lui, sans être complètement paumé par des digressions ou des flux de pensée, parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de flux de pensée. Mais ça arrive un peu plus tardivement dans le roman, même si, en toute honnêteté, les bases de Crime et Châtiment, c'est-à-dire ce sur quoi repose la totalité de l'intrigue, tiendraient en 200 pages. Tout le reste, c'est la force de Dostoïevski, c'est la complexité et je dirais le relief, l'épaisseur de la psychologie du personnage de Raskolnikov. Là aussi, on est dans une œuvre où la morale est un petit peu interrogée, un peu complexe à définir. On a toujours par contre cette notion de l'amitié qui est au centre des romans de Dostoïevski. Très souvent, les amitiés entre hommes sont très puissantes dans les récits de Dostoïevski. C'est le cas ici aussi, puisque finalement, ce qui va faire que Raskolnikov ne perd pas totalement pied, c'est l'intervention d'un de ses amis. Bref, je vous fais peut-être le résumé parce que je me rends compte que je ne vous en ai rien dit pour l'instant. Donc ce qui fonde vraiment ce roman, ce qui en est à l'origine, c'est le fait que donc nous on va suivre un personnage qui s'appelle Raskolnikov, qui est un étudiant qui n'a pas d'argent et qui finance ses études grâce à l'argent de sa mère qui n'est pas du tout aisée et par la suite l'argent du mari de sa sœur, et qui va devoir mettre en gage un certain nombre d'objets, notamment une montre qui est très importante pour lui, et il va les mettre en gage auprès d'une vieille femme acariâtre qu'il critique très vivement, et il va fomenter un plan alors ça va mûrir dans son esprit pendant très longtemps, et c'est d'ailleurs très intéressant toute cette phase, je dirais, avant que Raskolnikov passe à l'acte. Il va planifier donc comment exécuter cette vieille femme et récupérer l'argent. Voilà, donc ça ce serait, je dirais, l'idée si on devait faire un résumé factuel de ce qui se passe dans Crime et Châtiment. Raskolnikov va passer à l'acte, et en fait toute l'interrogation dans le roman va être de savoir si oui ou non un acte est répréhensible lorsqu'il est censé amener un plus grand bien que le mal qu'il a occasionné. Donc le questionnement va être de savoir si, et d'ailleurs c'est de cette façon que Raskolnikov va justifier son meurtre, c'est de dire que si des personnes sont mauvaises pour la société, mauvaises pour le système, mauvaises pour les gens qui sont déjà pauvres, qui n'ont déjà rien, et donc si ces personnes ne font preuve d'aucune morale, méritent-elles véritablement de rester en vie ? Voilà, c'est une des interrogations qui va peser et qui va amener Raskolnikov à réfléchir. Une autre chose qui est extrêmement intéressante, ça va être cette comparaison qu'il va faire de lui-même avec Napoléon. Il va notamment dire que, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'à l'époque en tout cas, on déplore et on néglige les conquêtes napoléoniennes parce qu'elles ont entraîné un certain nombre de morts. Est-ce que pour autant, donc, ces exploits militaires sont minimisés par les actions négatives qu'il a pu commettre. Donc il va y avoir cette idée d'être un personnage un petit peu choisi, un petit peu un héros, qui tout du moins porte des valeurs qui sont plus grandes que la valeur de sa propre existence. Voilà, il va y avoir tout ce questionnement-là, et puis il va y avoir des parallèles qui vont être faits, donc je vous le dis. Par exemple, je me rappelle d'un passage où, d'ailleurs, je dois pouvoir le retrouver, je pense, après, vu le nombre de post-it, ça va être compliqué, mais dans lequel il dit, alors c'est assez cynique, parce que il parle des conquêtes, encore une fois, napoléoniennes, et il dit, je ne vois pas en quoi le fait de s'attaquer à un peuple et de
de le décimer est plus glorieux que le fait de mettre un coup de hache à quelqu'un. Bref, je ne sais plus exactement de quelle façon c'est formulé, mais en tout cas il va toujours justifier son propos. Je vais essayer de vous trouver un extrait parce que là pour le coup il serait quand même dommage de vous présenter Crime et Châtiment sans vous lire un extrait de l'ouvrage. Donc je peux vous dire, puisque je l'ai annoté, que donc l'ouvrage fait, le premier tome fait 500 pages, le second doit en faire un peu plus. Non, 500 aussi. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le premier tome, le meurtre arrive autour de la page 140. Donc s'il y en a deux et que j'ignore si le premier a été commis à ce moment-là. Donc c'est assez particulier, hein, la façon dont Raskolnikov passe à l'acte. Mais en gros, vous avez 140 pages dans lesquelles il va mûrir finalement son projet. J'essaie de vous trouver une partie intéressante un petit peu à lire. Je vous lis un flux de pensée de Raskolnikov, mais je veux dire, il y a que ça. Hein. Il y en a vraiment... Là, j'ai choisi un moment aléatoire simplement parce qu'il est annoté. Où donc se demandait Raskolnikov, continuant sa route, où donc ai-je lu qu'un condamné à mort, 1 heure avant sa mort, raconte ou pense que s'il lui arrivait de vivre quelque part sur une hauteur, sur un rocher et sur une terrasse si petite qu'il y aurait à peine la place d'y mettre ses 2 pieds, alors qu'autour ce seraient les abîmes, l'océan, les ténèbres éternelles, la solitude éternelle, la tempête éternelle, et de rester comme ça, debout, sur une archine de surface pendant toute sa vie, 1000 ans, l'éternité, eh bien ce serait mieux de vivre comme ça plutôt que de mourir dans 1 heure. Oui, tout, mais vivre, vivre, vivre. N'importe comment, vivre, vivre. Bon, ça c'était un passage que j'avais annoté parce qu'il fait écho à un passage de l'Idiot. Mais je vous en parlerai plus en détail lorsque j'aurai lu l'Idiot dans son intégralité. Dans l'Idiot, la seconde partie de l'Idiot. Donc un autre passage, assez prononça-t-il d'un ton résolu et solennel. Ça suffit, les mirages, les peurs qu'on se fait à soi-même. Ça suffit, les fantômes. La vie existe. Est-ce que je ne viens pas de vivre ? Ma vie, elle, n'est pas morte avec la sale vieille. Que le bon Dieu ait son âme, et, ça va comme ça, la vieille dormait en paix. Le règne de la raison et de la lumière maintenant, et de la volonté, et de la force, et on verra bien maintenant. Maintenant on peut se mesurer, ajouta-t-il d'un ton hautain, comme s'il s'adressait à une espèce de force obscure et qu'il la défiait. Et moi qui acceptais de vivre dans un archine d'espace, cette faiblesse que j'ai en ce moment, mais j'ai l'impression que toute la maladie est passée. Je savais bien qu'elle passerait quand je suis sortie tout à l'heure. Tiens, l'immeuble de Potchinkov, c'est à 2 pas. Évidemment, tiens, chez Razumikine, même si ce n'était pas à 2 pas, qu'il le gagne son pari, qu'il s'amuse lui aussi. Pas grave. Bon, de la force, c'est de la force qu'il faut. Sans force, on ne peut rien. Et la force, ça se gagne par la force. C'est ça qu'ils ne savent pas, eux, ajouta-t-il d'une voix fière et assurée. Et il se remit en route, en parvenant à peine à bouger les jambes sur le pont. La fierté et l'assurance croissaient en lui à chaque minute. À chaque minute, il n'était plus l'homme qu'il était à la minute précédente. Pourtant, que s'était-il passé de si particulier qu'il avait retourné à ce point ? Lui-même ne le savait pas. Lui qui essayait de s'accrocher à une paille, il lui sembla soudain qu'on pouvait encore vivre, que la vie existait encore, que sa vie n'était pas morte avec la sale vieille. Peut-être s'était-il trop hâté de conclure, mais il n'y pensait pas. J'aurais tellement de choses à dire sur Crime et Châtiment, mais je pense que ça méritera un jour une vidéo entière. Et je pense que je me mettrai à la construction de cette vidéo-là lorsque j'aurai fait la lecture des frères Karamazov et de l'Idiot, c'est-à-dire, je dirais, des œuvres très conséquente de Dostoïevski, parce que je pense que ça pourrait être intéressant justement d'avoir le recul sur les 2 autres titres emblématiques de l'auteur pour pouvoir parler de Crime et Châtiment, mais parler de Crime et Châtiment pas seulement pour ce qu'il est, mais aussi pour où il se place dans l'œuvre de Dostoïevski. Et je vais terminer avec 2 romans, donc 1866, Le Joueur, qui est, je pense, le roman le plus... Non, c'est pas le roman le plus autobiographique de l'auteur. C'est le roman le plus autobiographique de l'auteur que j'ai lu, en revanche. Donc c'est la confession d'un joueur, c'est-à-dire d'un personnage qui s'appelle Alexis Ivanovitch, qui a 2 passions, les femmes et le jeu et l'argent, que je vais mettre ensemble. Et en fait, on va suivre toutes les pérégrinations, tous les déboires de ce personnage qui va jouer en permanence jusqu'à n'avoir plus rien, qui est victime d'une addiction, qui est une maladie chez lui. C'est vraiment incroyable à quel point ce personnage peut être possédé par le jeu, et je pèse complètement mes mots, hein. Il est vraiment transcendé, possédé par le jeu. Il est vraiment capable de perdre tout
pour satisfaire ce besoin, cette volonté, cet appel en fait du jeu quel qu'il soit. C'est vraiment terrible. Et puis c'est horrible parce que sont mises en exergue deux choses, la futilité du jeu dans la description qu'en fait Dostoïevski et la dureté des conséquences que ça peut avoir sur la personne et aussi sur les gens autour. Puisque dans ce récit, certes, on va suivre donc Alexis, mais on va également suivre tout un tas d'autres personnages qui se trouvent dans un casino, enfin l'équivalent d'un casino, et c'est vraiment très déroutant. Ce qui est impressionnant et ce qui fait que ce roman est aussi intéressant, je trouve, c'est que Dostoïevski souffrait donc d'une addiction au jeu qui était très prononcée. L'autre chose sidérante sur cet ouvrage, c'est qu'il a été écrit, donc, alors ce n'est pas dit comme tel, mais il a été dicté à Anna, qui était donc qui deviendra par la suite la femme de Dostoïevski, en 27 jours seulement parce que Dostoïevski était pressé par les délais. Il n'avait absolument pas respecté donc les délais qu'on lui avait proposés et il se retrouvait dans l'urgence. Donc il y a de grandes chances et il est difficile de mesurer à quel point Anna est impliquée dans l'écriture de ce titre-là, mais au vu d'à quel point l'ouvrage semble être imprégné, baignée dans ce qu'est Dostoïevski, je pense qu'elle y a très largement mis sa patte. Maintenant, voilà, il est difficile de parler avec clarté d'à quel point son assistance a été nécessaire, et de toute façon il me semble que c'est quelque chose que reconnaît Dostoïevski dans ses correspondances, mais il faudrait que je me replonge dedans pour en être certaine, mais il me semble que ce livre n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide d'Anna, et que Anna va d'ailleurs devenir un espèce de pilier pour Dostoïevski. À partir de là, de toute façon elle va toujours être là, elle va toujours le soutenir, mais surtout elle va l'accompagner dans la production de son œuvre littéraire, et j'imagine que sans lui, au vu d'à quel point Dostoïevski pouvait être penché sur certains vices, ce serait compliqué d'envisager que certains titres aient pu exister. Voilà. Mais donc le joueur est marqué par tout ça. Alors je trouve que ce qui est bien dans cette anecdote des 27 jours pour l'écrire, c'est de voir à quel point la psychologie du personnage est riche, dense, à quel point l'histoire est intéressante. Et pourtant, voilà, elle a été rédigée en finalement moins d'un mois. Et je vais terminer avec L'Éternel Mari, qui est donc paru en 1870. Je pense que c'est l'ouvrage qu'il faut que je relise. C'est le dernier que j'ai lu, me semble-t-il, en tant que roman, parce qu'après j'ai beaucoup lu de nouvelles, mais c'est le dernier roman que j'ai lu, et il m'en reste finalement un souvenir assez évasif, alors que pourtant j'avais trouvé la thématique incroyablement bien exploitée par Dostoïevski, puisque ici, donc dans L'Éternel Mari, je vais vous lire le résumé, ce sera beaucoup plus éloquent que ce que je pourrais en dire. Velchaninov, tout occupé à une affaire juridique, repère pourtant un homme étrange qu'il ne cesse de croiser, jusqu'à ce que l'homme vienne frapper à sa porte en pleine nuit et que Velchaninov reconnaisse celui qui, 9 ans auparavant, était le mari de sa maîtresse. La femme est morte, mais le mari ne peut se défaire de la fascination qu'il éprouve pour l'ex-amant. Donc, l'ouvrage est superbe parce qu'il est tellement psychologique. Il y a toute une partie sur la paranoïa. En ça, il y a quelques échos quand même au Carnet du sous-sol. Mais on a vraiment cette histoire de cet homme en fait qui se sent épié par un mari jaloux qui a perdu sa femme, et donc c'est... Je sais pas, c'est vraiment très très bien fait. Je vais vous lire un extrait pareil parce que je trouve que il est incroyable ce livre. Donc, le chapitre l'épouse, le mari et l'amant. Il dormit très profondément et se réveilla à 9h30 précise. Il se redressa à la seconde, s'assit sur le lit et pensa tout de suite à la mort de cette femme. L'impression foudroyante qu'il avait ressentie la veille à la nouvelle soudaine de cette mort lui avait laissé une espèce de trouble et même de douleur. Ce trouble et cette douleur avaient été seulement assourdis en lui pour un temps par une idée étrange, la veille en présence de Pavel Pavlovitch, mais à présent, à son réveil, tout ce qu'il avait eu 9 ans auparavant était brusquement réapparu devant ses yeux avec une clarté extraordinaire. Cette femme, la défunte Natalia Vassilienva, la femme de ce Troussosky, il l'avait aimée et avait été son amant, quand pour son affaire, il avait passé toute une année dans la ville de T, même si au fond, l'affaire n'exigeait pas de lui un si long temps de présence. La raison véritable avait été cette liaison. La liaison et l'amour l'avaient dominé si fort qu'il s'était retrouvé comme un esclave chez Natalia Vassilienva, et sans doute se serait-il résolu en une seconde à quelque chose même de plus monstrueux et de plus absurde, pour peu que le moindre caprice de cette femme l'eût exigé.
Ni avant ni plus tard, jamais il ne lui était arrivé quelque chose de semblable. À la fin de l'année, quand la séparation était vraiment devenue inévitable, Velchaninov s'était vu si désespéré à l'approche du terme fatal, désespéré même si cette séparation ne devait durer que le délai le plus bref, qu'il avait proposé à Natalia Vassilienva de l'enlever, de l'emmener loin de son mari, de tout abandonner et de partir pour toujours avec lui à l'étranger. Des très belles descriptions dans les scènes d'amour avec Dostoïevski, mais c'est assez rare. Je n'arrive pas à retrouver le passage de l'élaboration de cette théorie de l'éternel mari, mais l'éternel mari finalement c'est celui qui reste toujours, qui ne part jamais, qui appartient à la femme qui elle s'adonne passionnément à une liaison avec son amant, bref, enfin, c'est très intéressant comme idée, mais encore une fois c'est un ouvrage qu'il faudrait absolument que je relise, et d'ailleurs je ne vais pas plus vous en parler parce que je pense que je vais manquer de clarté pour le faire, et je trouve que c'est assez dommageable. Sachez simplement qu'on est dans un jeu d'échecs, puisque si nous, en tant que lecteurs, nous savons que tout le monde connaît la posture de chacun, chacun ne connaît pas la posture de l'autre. Donc c'est un petit peu le jeu de moi je sais ce que tu as fait, toi tu ne sais pas ce que j'ai fait, et c'est assez perturbant. Par contre, ce qui est génial, c'est que comme nous avons un petit peu les règles de cette partie d'échecs en tant que lecteurs, nous ne sommes jamais perdus et nous comprenons les réactions de chacun des protagonistes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le personnage principal va réagir avec... en développant une forme de paranoïa qui est intéressante, qui est très bien traitée par Dostoïevski et qui, comme je vous le disais, fait un petit peu écho à ce qu'on va trouver dans les carnets du sous-sol. Donc voilà, il y a encore des thématiques qui sont très chères à l'auteur, qui reviennent et qui sont traitées avec brio. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais vous dire sur ces ouvrages-ci. Je reviendrai vers vous dans une autre vidéo dédiée à Dostoïevski lorsque j'aurai entamé un petit peu plus ma découverte de son œuvre. Sachez en tout cas que c'est un auteur qui a vraiment bouleversé ma vie de lectrice et aujourd'hui je n'imagine pas vraiment mon paysage littéraire sans Dostoïevski. Je suis très heureuse de m'être un jour lancé le défi de lire Crime et Châtiment, et très heureuse qu'on m'ait fait découvrir Les Carnets du Sous-Sol, qui est une merveille également. Je peux que vous enjoindre à découvrir tout ce qu'il a pu faire, parce que je trouve que, enfin en tout cas tout ce que j'ai pu lire jusque là est à minima intéressant, et pour le reste sont des chefs-d'œuvre absolus. En tout cas voilà, je voulais absolument vous faire ce point, ça me permet moi aussi d'avoir un petit repère dans le temps, d'où j'en suis, de ce que j'ai vraiment envie de découvrir ensuite. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes resté jusqu'au bout, quel est votre ouvrage préféré de Dostoïevski, ou alors si vous ne l'avez jamais lu, quel est l'ouvrage que je vous ai présenté qui vous intéresse le plus. Vraiment, je serais très curieuse de savoir encore une fois qui a pu rester jusqu'au bout de cette vidéo, parce que je pense que ce format de on fait le point, voilà, ce sont des vidéos très longues, très denses et qui demandent à vous, aux personnes qui le regardent, d'être vraiment très engagée, parce que ce sont des vidéos encore une fois extrêmement longues, dans lesquelles je ne suis pas toujours exhaustive et dans lesquelles je me permets aussi très largement d'être imprécise, parce que justement là pour le coup je privilégie la quantité de livres à vous présenter que la qualité véritable de ce que je peux vous donner comme information. Voilà, chose que évidemment voilà, je ferai en sorte de remédier à cela, notamment pour Crime et Châtiment lorsque j'aurai lu les deux autres monuments de Dostoïevski. Et maintenant je vais arrêter de faire du blabla. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.